Bien, je vous propose de commencer. Peut-être tout d'abord excuser, il y a Marc Colzat qui Oui, est Marc absent. Colzat et Joris Durigneux. Marc Colzat est souffrant et Joris Durigneux a un incendie chez lui, donc il peut-être nous rejoindra-t-il, mais c'est vraiment pas certain. Donc voilà. Ok. Alors, avant peut-être d'ouvrir cette séance, évidemment, vous souhaitez la bienvenue à tous dans une configuration un peu particulière, mais enfin, heureux de vous revoir en bonne santé, me semble-t-il. J'ai même pu apercevoir quelques conseillers qui me semblaient un peu avoir profité de la période de confinement. Un m'a confié avoir pris 4 kilos. Voilà. Donc, on ne va pas donner de nom. On va pas donner de nom. Alors, je pense qu'on espère tous être en train de sortir de cette période de crise sanitaire. Les chiffres des derniers jours sont encourageants, mais il faut néanmoins évidemment rester prudent. C'est une période, nous venons de vivre une période très particulière, particulièrement violente d'ailleurs, peut-être l'une des pires depuis des dizaines d'années. Une période qu'on aurait aimé ne jamais connaître, puisqu'on a été amené à prendre des mesures assez exceptionnelles. Je n'imaginais jamais, comme mes collègues bourgmestres, devoir signer des autorisations de déplacement, de pouvoir dire à des gens ça vous pouvez faire, ça vous ne pouvez pas faire. Enfin, c'était tout à fait surréaliste. Il a fallu quand même quelques temps pour s'habituer à devoir prendre ce genre de décisions et donner ce genre d'instructions. Alors peut-être aussi d'emblée avoir, et avant de débuter ce conseil, une pensée pour tous ceux qui ont été touchés, parfois touchés de près avec des proches. Le nombre de décès sur Dour et de personnes gravement touchées a été quand même fort important. On n'a pas encore regardé les chiffres, mais je me suis arrêté de compter quand on était à peu près à 50, 55 décès sur la commune. Il y a des incertitudes par rapport à cela, puisque les causes, notamment dans les maisons de repos, ne sont pas toujours clairement établies. Mais je pense qu'au minimum, il y a eu une septantaine de décès liés au coronavirus sur notre commune. Nous avons donc tous perdu des gens que nous connaissions. Je prévoyais de faire un petit clin d'œil à Joris, en l'occurrence, qui a perdu un proche. Je pense qu'avant de commencer cette séance, on doit tous avoir une pensée pour les familles et les proches de ceux qui ont été touchés par cette maladie. Alors notre conseil communal peut aujourd'hui se réunir après une longue période de silence. C'est le 20 février dernier que nous étions réunis. Je pense que depuis 1945, il n'y avait jamais plus eu une période aussi longue sans que notre instance démocratique de base, notre conseil communal, puisse se réunir. Donc c'est important de pouvoir évidemment le refaire, même si les conditions sont un peu particulières. Réjouissons-nous donc de pouvoir redébattre ensemble, même si ce n'est pas dans notre enceinte habituelle. On aura, j'espère, l'occasion en juin ou au plus tard en septembre de regagner notre salle du conseil communal si l'évolution du virus reste ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, merci aussi, Madame la Directrice Générale, quand on dit que les conditions d'aujourd'hui sont un peu particulières, ça nécessite aussi toute une préparation au niveau des services, donc merci pour avoir fait le nécessaire pour permettre la tenue de cette séance, non seulement dans la préparation des points, vous avez vu que nous avons un ordre du jour assez chargé, mais aussi dans toute la logistique, tous les aspects pratiques liés à la tenue de cette réunion, de cette séance. Alors, autre point préalable, puisque vous avez constaté qu'il y avait une caméra au milieu de la salle, je pense que M. Durigneux aurait souhaité débattre concernant cette volonté exprimée de vouloir filmer les séances du Conseil. Donc je ne sais pas si on en parlera la fois prochaine ou si M. Durand a quelque chose à dire par rapport à ça. Je dois dire que j'aimerais comprendre le sens de votre intervention qui semblait s'opposer au fait qu'il y ait une captation des images et une diffusion de celles-ci. Ça me paraît un peu étonnant, donc je vous laisse la parole pour peut-être préciser votre pensée.
Oui, voilà, monsieur le bourgmestre. Donc, je pense que vous nous avez mal compris, mais je pense qu'effectivement, c'est de tradition à Dour que le message et la communication soient compliqués entre l'opposition et la majorité. Je pense qu'on a bien dit, et dans son interview, notre chef de groupe le dit bien, nous ne sommes pas opposés à une retransmission. Nous avons juste été surpris de devoir apprendre celle-ci par les réseaux sociaux. Alors, je sais, c'est la mode d'annoncer tout par les réseaux sociaux, mais il y avait un minimum de respect. D'abord, vous aviez annoncé que ce serait retransmis sur votre Facebook, ce qui est interdit dans notre règlement d'ordre intérieur, et donc c'était un peu là que nous étions interpellés. Mais effectivement, il serait bon qu'on puisse définir peut-être un cadre qui permet de garantir la sérénité des débats et qu'on puisse peut-être se voir, mais ça, je laisserai notre chef de groupe vous rencontrer le cas échéant pour organiser de manière plus pratique les captations, les retransmissions en direct et différentes prises de parole. Je pense que ça faisait partie de notre programme comme du vôtre, et donc voilà, on n'est pas opposé sur le principe, mais encore une fois, c'est plus sur la forme et la manière dont ça s'est fait. Mais voilà, sinon aucun souci, et la preuve, nous sommes là aujourd'hui, et j'ai moi-même été équipé pour ce conseil au pied levé. Bien, donc je constate qu'il s'agit donc d'un débat sur la forme. On aimerait bien avoir un peu plus souvent un débat sur le fond, mais ça viendra peut-être dans les points qui vont se succéder aujourd'hui. Alors en ce qui concerne Je pense que sur le fond et la forme, je pense qu'on est habitués ensemble de débattre. Oui, donc, vous savez que je n'ai pas de souci à aller tant sur la forme que sur le fond. Ça bloque parfois plus sur la forme dans votre chef, mais voilà. Donc en ce qui concerne la captation d'images, je pense qu'il y a toute une jurisprudence là-dessus, des décisions de tutelle, etc. Il n'y a aucun problème, évidemment. Si je décide de mettre mon téléphone là-bas à l'entrée et de le laisser pendant toute la durée du conseil, de prendre les images, même en direct, il n'y a aucun problème avec ça. Visiblement, la jurisprudence ne le permet pas. Un conseiller ne peut pas, parce que ce serait, en tout cas, de nature à perturber les débats et ne pas garantir la sérénité. C'est le règlement d'ordre intérieur que vous nous avez fait adopter, monsieur le bourgmestre, ici. Et donc, voilà, je peux entendre, mais à partir du moment où c'est un conseiller qui filme, voilà, ça pourrait poser, avec toute l'utilisation qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, il n'est pas évidemment prévu qu'un conseiller puisse filmer de sa place en faisant en même temps le conseil communal. Mais un spectateur quel qu'il soit, une équipe de télé, un citoyen, on est bien d'accord, n'importe qui décide d'être au fond de la salle et de filmer la séance et d'en publier ensuite l'intégralité ou des extraits, c'est tout à fait autorisé. Il n'y a aucun problème avec ça. Non seulement c'est autorisé, mais en termes de transparence, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mais écoutez, alors, je voudrais terminer, M. Thomas Durand, je vous rendrai la parole après, mais donc, ce qui est proposé ici, c'est bien de filmer intégralement le conseil. Donc quand j'entends votre chef de groupe qui dit à la télévision « on a peur que ce ne soit pas objectif », qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus objectif que de filmer de début à la fin? On ne va pas couper des morceaux, donc il y a une vidéo qui reprend l'ensemble des débats. Ces débats sont postés sur le site du média qui réalise la captation, est proposé sur le site communal, et n'importe qui peut le partager ou pas sur son Facebook, sur n'importe quel autre support, sur son site web, sur son blog, peu importe, comme on fait aujourd'hui lorsqu'on va chercher une capture d'un morceau de débat sur TéléMB ou d'un article de presse dans un média quel qu'il soit. Donc je trouve que la polémique n'a vraiment aucune raison d'être. Je peux effectivement demain aller chercher la vidéo sur le site communal ou sur le site de Dour TV et la repartager sur mon Facebook de la même manière que vous pouvez le faire sur le vôtre, ou quiconque pourra le faire, un simple citoyen ou un conseiller communal. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Notre héroïne ne s'oppose pas à ça, et les règles d'usage dans les autres conseils communaux, il y a quelques conseils qui ont essayé, donc de réduire la possibilité d'avoir des images, que ce soit à Mons, à Charleroi, et vous connaissez bien les gens qui ont essayé de le faire, ils se sont à chaque fois plantés. Toutes les décisions de tutelle ont toujours été dans le sens liberté, de transparence. Les hommes publics qui sont en présence au conseil communal sont justement des hommes publics et doivent accepter que les débats qui sont les leurs soient filmés et retransmis. Et donc, monsieur le bourgmestre, je partage avec vous cette nécessité de transparence. Encore une fois, je vous le dis,
quand nous avons relu notre règlement d'ordre intérieur, un conseiller ne pouvait pas filmer. Et donc, le premier message qui était passé, c'est « J'organiserai une captation qui sera faite sur mon Facebook. » Et donc, sans autre information de votre part, l'interprétation était libre. Et donc, on pouvait sous-entendre que de votre place, par exemple, ou de n'importe où, vous alliez filmer. Mais donc, il n'y avait pas de contact. Quand vous dites que tout le monde est libre... Vous aviez l'envie d'une petite sortie médiatique, parce que vraiment vous aviez une hésitation la semaine dernière... Est-ce que je peux finir, monsieur le bourgmestre? Parce qu'à un moment, voilà, vous me demandez de me taire, et puis vous me donnez la parole, donc voilà. Donc, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Quand je vous dis notre règlement d'ordre intérieur, il y a aussi des balises qui ont été mises en termes de RGPD, de droit à l'image et de différentes autorisations à demander préalablement. Et c'était par rapport à ça qu'on voulait vous interroger, qu'on voulait avoir des précisions. Donc voilà, quand vous me dites qu'on est libre d'aller chercher un article de presse ou une vidéo, j'en suis pas tout à fait sûr. Il y a quand même des droits d'auteur et la presse de plus en plus s'élève contre le fait que les articles soient publiés intégralement en captation, en photo sur les réseaux sociaux parce que justement ils réclament leurs droits d'auteur. Ben voilà, je pense que le débat, si vous voulez le continuer, on peut. Je vous disais juste encore une fois, c'est pas moi qui ai ouvert cette polémique. On aurait juste aimé, monsieur le bourgmestre, que vous nous préveniez avant et ne pas l'annoncer sur les réseaux sociaux. Bien, alors. Avant de débuter donc ce conseil, un petit mot quand même sur les choses sans doute beaucoup plus importantes. C'est la manière dont nous avons géré à Dour la crise coronavirus. Je m'étais engagé à faire un petit point en entame de ce conseil sur les grandes lignes finalement de ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Donc dernière réunion physique, Karine Nouvel m'y accompagnait, c'était le 12 mars. Les bourgmestres et directeurs généraux étaient réunis ensemble chez le gouverneur. Ça faisait beaucoup de monde dans la même réunion. Je pense que 48 heures plus tard, nous n'aurions plus tenu la réunion sous cette forme-là. On se disait déjà tous ce jour-là en se regardant, mais qu'est-ce qu'on fait ici aussi nombreux? Si ce virus est contagieux et que l'un d'entre nous est touché, on va avoir tous les bourgmestres du Hainaut qui vont être hospitalisés. Voilà. Donc heureusement, apparemment personne n'était touché puisqu'on n'a pas eu de retour en ce sens-là. Oui, le 1er juin était dans les starting blocks, mais voilà. C'est le lendemain, donc le vendredi 13 mars, que tombait la décision du Conseil national de sécurité avec le passage en phase fédérale de gestion de crise et prise des premières mesures importantes. On va souvent parler de Facebook apparemment aujourd'hui, puisque dès le soir même, dès le vendredi 13, fin d'après-midi, nous organisions un Facebook Live avec plusieurs milliers de Dorois pour répondre aux questions. C'était une bonne manière de communiquer rapidement sur les premières décisions. On a répondu vraiment à des centaines de questions ce soir-là, avec un suivi ensuite par écrit de toute une série de questions supplémentaires. Donc le but était vraiment d'informer le plus largement possible et de répondre aux questions légitimes de nos concitoyens. Le lendemain, le samedi 14 mars, nous mettions en place, avec un certain nombre de nos concitoyens d'ailleurs et les membres du collège qui étaient présents, notre dernière permanence que nous avons tenue tous en commun, le 14 mars, nous mettions en place un certain nombre de principes de gestion pour cette crise qui débutait, dont on ne mesurait pas encore tout à fait l'importance. Et c'est de cette réunion qu'est sorti le concept du numéro de téléphone unique et de Dour Entraide, avec, j'ai retrouvé le mail du 14 mars qui précise ce que va faire la structure, je dirais, Dour Entraide, soutien aux personnes âgées ou vulnérables qui doivent rester confinées chez elles, propositions pour faire les courses, pour aller à la pharmacie, etc. Un appel à la diffusion de cette information par les réseaux sociaux, mais par la réalisation ici aussi quasi immédiate d'un toute boîte qui fut distribué dès le lendemain, dès le 15 mars. La proposition de Christine Gréco de coordonner un mouvement à ce moment-là naissant de couturières qui commençaient à fabriquer des masques
pour répondre aux besoins des infirmières essentiellement au départ. C'était surtout des infirmières qui commençaient à avoir des cas difficiles et pas de moyen de trouver de quoi se protéger. Et la création aussi d'une adresse mail et la diffusion de ce numéro de téléphone communal. Donc très rapidement, nous avons mis ça en œuvre, ça s'est avéré fort utile, j'y reviendrai. Ça s'est avéré d'ailleurs déterminant pour la suite de la gestion de la crise à Dour. Le 065 761 853, qui est la ligne téléphonique qui aboutit dans mon bureau, a fonctionné comme jamais. Renseignements en tout genre, demande d'aide, courses, masques, soutien psychologique, etc., etc. On a eu énormément de demandes à gérer. Les premiers problèmes cruciaux, ça c'était fin mars, que nous avons dû résoudre, et entre parenthèses, cela méritera sans doute que les assemblées parlementaires y reviennent. Ce sont les mesures plus que tardives concernant les maisons de repos, le manque de matériel toujours pour les maisons de repos, le manque de matériel pour les acteurs de première ligne. Les premiers jours et les premières semaines, c'est essentiellement ce qu'on a géré. C'est essayer de trouver des solutions pour que nous puissions protéger correctement ces acteurs de première ligne. On s'est bien démené pour trouver des masques chirurgicaux, acheter nous-mêmes des masques FFP2, fabriquer des masques tissus, acheter des élastiques, du tissu. Je pense que globalement, nous avons bien travaillé sur toutes ces thématiques dans cette période qui était essentiellement à l'époque de soutien au personnel et au personnel de soins. Alors pour tout ce qui tourne autour des actions que je viens de définir, et on viendra après à ce qui s'en est suivi avec les citoyens, je tiens vraiment à remercier, à féliciter nos deux échevines, qui sont démenées bien au-delà de ce qu'on attend d'un élu communal. Bravo et merci Christina pour l'engagement qui était le tien, Martine. Ensemble, vous avez fait en sorte que toutes les demandes de cette fameuse ligne téléphonique soient rencontrées. Vous avez aussi géré cette problématique des masques et c'est très clair que nous l'avons fait de la manière la plus efficace possible sur notre commune. D'abord les masques, personne n'a eu à se plaindre de la qualité de ce qui était proposé et ça nous démarque déjà de toute une série de choses qui ont pu se passer à travers la Wallonie. La faute à personne. Quand on passe à un bon de commande de 15 000, 30 000, 50 000 masques, on espère juste quand ils vont arriver qu'ils seront les plus efficaces possibles. Ça ne s'est pas toujours avéré exact. Nous avions la garantie d'avoir du matériel de qualité à partir du moment où c'est dans cette salle même, ici, que les tissus étaient reçus, découpés, etc. Et au-delà de la qualité, il y a également eu un travail important sur les délais, puisque dès fin mars, dès que les infirmières, les médecins ont été suffisamment achalandés, je dirais, à partir du mois d'avril, on a commencé progressivement à pouvoir servir les citoyens, ce qui est loin d'être le cas d'autres communes qui ont dû attendre jusqu'il y a encore quelques jours pour livrer en une fois, c'est vrai, mais tardivement, l'ensemble de nos concitoyens. Nous, les premières demandes ont été rencontrées déjà en avril et elles sont maintenant toutes rencontrées depuis quelques jours. Merci Christina, merci Martine. Et alors tous les autres, évidemment, il y a énormément de gens qui se sont impliqués dans vos équipes, des gens qui sont ici aussi au conseil, chacun dans la mesure de ses possibilités. Mais si on doit quand même retenir quelque chose de toute cette période, c'est ce formidable élan de solidarité. Les 200 personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, les centaines d'autres qui auraient aimé le faire, parce qu'à un moment donné, on a dit « stop, on est suffisamment nombreux ». Mais la distribution dans les rues, les découpes de tissus, les fabrications, tous les petits problèmes à régler, ça a été vraiment une période fort intense, mais on doit retirer aussi beaucoup d'éléments positifs. Alors, mention spéciale aussi en ce qui concerne les remerciements à l'ensemble des services, les services communaux, du CPAS, des crèches, de notre maison de repos, des garderies scolaires. Tout ça a continué à fonctionner dans une période au départ où on ne savait pas très bien quel était exactement le risque et la diffusion du virus. Donc, ce n'était pas si évident d'être en première ligne quand on ne sait pas exactement à quoi s'attendre.
nous avons pu assurer la continuité des services et dans des conditions parfois difficiles, ne fût-ce que par l'incertitude de la situation. Mention spéciale, j'en octroierai quand même quelques-unes. Une première pour le personnel de nos maisons de repos. Nous avons malheureusement perdu 6 résidents, ça veut dire que le virus était quand même bien présent à un moment donné. Il n'y a pas eu trop de dégâts dans notre personnel, des gens qui ont été touchés, malades, mais heureusement pas de conséquences pour ce personnel. Je parle bien de la maison de repos communale. Mention aussi pour le service population état civil. C'était une ambiance assez particulière, j'y suis passé presque tous les jours. C'était à la fois la nécessité de rester en première ligne, parce qu'il y a des choses qui devaient être faites toujours, couplée avec la réception quasi, pas plus que quotidienne, 4, 5, 6 fois, 7 fois par jour, de notifications, de décès supplémentaires, de familles à contacter, à qui il fallait rappeler les restrictions concernant les enterrements, les présences, les visites, etc. Donc c'était vraiment très particulier comme ambiance, pas évident de travailler dans ces conditions-là. Je vois encore la table où on alignait les avis de décès qui étaient au départ avec 2 ou 3 par jour, et puis on a rempli la table, puis on a commencé à créer une deuxième table. Heureusement, on a pu assez vite, je pense qu'il y a moyen de faire le même graphique de l'évolution de l'épidémie avec l'évolution du nombre de feuilles sur cette table. C'était vraiment très représentatif de ce qui se passait sur le terrain. En tout cas, bravo à elles aussi, parce qu'elles ont fait un formidable travail, bon, à l'image de l'ensemble des services communaux, mais là, évidemment, en première ligne, et avec ce poids supplémentaire du contact avec les familles, c'est pas évident. On a évidemment continué dans toute cette période à réunir le collège communal. Une série de décisions ont continué à être prises, d'ailleurs avec l'utilisation aussi des pouvoirs spéciaux. Une série de points sont inscrits à l'ordre du jour de notre conseil communal. Merci Karine, merci Madame la directrice pour tout ce travail. Nous avez continué à nous alimenter à toute une série de points. Et à garder le cap dans la commune, c'était aussi un exemple important à montrer. Et enfin, je tiens à signaler, à souligner l'excellente collaboration avec mes collègues bourgmestres de notre zone de police. Nous avons tenu un collège de police quasi chaque jour. Enfin, il n'avait pas la mention collège de police, mais on s'est parlé une demi-heure, 3/4 d'heure chaque jour, les 4 bourgmestres et notre chef de corps, au moment où il fallait décider de toute une série de choses sur ce qui était permis et qu'on ait tous la même interprétation de ce que pouvaient faire nos concitoyens. Travailler intense avec un chef de corps bien impliqué, je pense que notre police a vraiment bien travaillé. Au pic de la crise, on tenait une réunion vraiment chaque jour pendant au moins 3 semaines d'affilée. Voilà. Alors peut-être que pour tirer les enseignements de tout ça, je souhaiterais, je l'ai dit hier au conseil du CPAS, mais que quand les choses seront plus calmes, on l'espère, cet été ou en septembre, chaque service puisse faire un petit rapport de la manière dont les choses se sont passées, ce qui pourrait être amélioré si une situation similaire devait se représenter. Il y a des automatismes qu'on retrouverait sans doute assez rapidement, mais ce serait intéressant d'avoir une analyse de ce qui peut fonctionner mieux, le cas échéant, de ce qu'on a fait très bien, de ce qu'on a fait moins bien. Service par service, il y a des choses à dire avec des situations qui sont évidemment très différentes entre un service qui doit s'occuper d'environnement et le service population ou le personnel d'un home. Les situations sont très différentes, mais vraiment avoir une analyse qui nous permette d'être mieux préparés si quelque chose de similaire devait encore arriver à l'avenir, et on sait que ce n'est malheureusement pas exclu. Voilà pour ce petit rapport préliminaire, puisque je sais qu'il y avait beaucoup de questions. Certains d'entre vous m'ont téléphoné, envoyé des mails, des questions sur l'un ou l'autre point, des décisions que nous avons prises durant cette période. Donc je tenais à rappeler le contexte général et la chronologie des actions que nous avons menées. J'en ai oublié beaucoup, mais c'est un résumé de cette situation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses par rapport à ça. Ouais, je vais peut-être attendre d'avoir...
voilà, notre chef de groupe n'étant pas là, j'avais pas vraiment prévu de prendre la parole sur ce point, mais juste effectivement remercier les différents bénévoles qui se sont associés aux autorités communales. Je pense que dans une crise sanitaire, la période n'est pas pour faire de la politique politicienne, et donc je pense que c'est ce qui s'est passé à Dour. Vous avez géré la crise, vous avez pris le taureau par les cornes, et donc avec l'ensemble des services communaux. Et je pense que c'est ce qui au final est à mettre en avant. C'est effectivement, comme vous l'avez fait, le travail qui a été qui a été fait soit par les citoyens, soit par les différents services communaux, mais aussi saluer le travail de première ligne des différents personnels de santé, parce que je pense que eux n'ont pas du tout été épargnés dans cette crise. Et comme vous l'avez dit, je voudrais quand même aussi avoir une pensée, comme vous avez pu l'avoir tantôt, pour les victimes et les familles des victimes, parce que je pense qu'on a tous effectivement été touchés, que ce soit par la perte d'un proche ou parfois par la crainte pendant un moment, le temps qu'un test soit fait, que l'on soit soi-même touché par cette maladie, ce qui peut faire relativiser beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'aussi, il y aura des enseignements et beaucoup de choses qui changeront avec cette crise dans le comportement des personnes. Et tout comme vous, j'ai entendu donc que vous ferez un bilan avec les différents services si une telle crise devait se reproduire, mais j'espère qu'effectivement, nous ne connaîtrons plus jamais une crise de cette ampleur, même si malheureusement, nous ne sommes pas à l'abri. Merci. Alors, toujours avant de débuter l'ordre du jour, on doit vous demander l'autorisation d'inscrire un point supplémentaire qui concerne l'Assemblée générale de Orez. Donc s'il n'y a pas de problème. J'ai juste une question aussi, parce qu'on a eu, il y a une assemblée générale au centre de santé Jean Roland fin juin. Et ça, par contre, ça n'a pas été inscrit, donc je ne sais pas s'il y aura encore un conseil en juin ou pas, j'ai pas pensé. Oui, il y aura un conseil. Oui, donc ça passera, ok. Voilà. On va essayer de faire un conseil avant ces fameuses assemblées générales. Oui, non, c'est parce que voilà, il y avait la prorogation et autres, et donc je pense que voilà, ça, il faut quand même que ça passe au Est-ce que pour ne pas oublier d'approuver ce point sur l'assemblée générale ordinaire de Orez, on peut l'approuver tout de suite? Pas de... Ok, on n'y revient pas. Alors... Premier point de notre ordre du jour, c'est le PV de la dernière réunion. Si pas de remarques, il est approuvé, c'est OK. Deuxième point, c'est l'acceptation de la démission d'un conseiller communal. C'est M. Yves Domain qui a adressé au collège communal un courrier que nous avons reçu le 27 février 2020, par laquelle il présente sa démission de ses fonctions de conseiller. Cette démission doit être proposée et acceptée par le conseil communal. Donc il s'agit d'une démission pour des raisons de santé. Et je tiens à remercier M. Domain pour le travail réalisé au sein de ce conseil. On doit simplement aujourd'hui accepter sa démission et lui souhaiter évidemment un bon rétablissement. Je vais peut-être juste prendre la parole. Donc c'est aussi tradition normalement que le chef de groupe puisse remercier les élus qui partent. Effectivement, remercier Yves qui est quand même quelqu'un d'impliqué dans la vie douroise, qui a toujours été fort actif, notamment au sein des scouts. Et donc voilà, le remercier pour son travail, son implication, et effectivement lui souhaiter le meilleur pour la suite au niveau de sa santé. Alors, ce point étant validé, nous pouvons donc installer le conseiller communal amené à remplacer Yves Domain. Donc, après vérification des pouvoirs, il apparaît qu'en ordre utile, c'est Madame Barbara Curidori qui devrait prêter serment, mais cette dernière se trouve toujours dans un cas d'incompatibilité. Elle ne peut donc être admise à la prestation de serment. Le suppléant suivant, c'est Madame Alexis Sautelet. Celle-ci ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, d'incapacité ou de parenté prévu par la loi et continue en conséquence à réunir les conditions d'éligibilité requises. Il est donc proposé d'admettre à la prestation de serment Madame Alexis Sautelet, si vous êtes d'accord. Et dans ce cas, elle peut venir prêter serment. Pas d'opposition? Tout le monde est d'accord? Voilà, ça tombe bien, on n'a pas le choix. Et elle ne pourra même pas payer une tournée après. Tu ne pourras même pas payer une tournée après, les cafés sont fermés.
Donc, vous devez prêter serment entre les mains du président. Bon, on va rester à distance aujourd'hui. Dans les termes suivants, ils sont repris là. Je vous en prie. Donc, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Très bien. Bravo. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose. Oui, merci. Je peux retourner m'asseoir? Oui, tu peux. Alors, point suivant, nous devons prendre acte de la déclaration d'apparentement. Elle a été rentrée, la déclaration, Karine? Ou il y a une déclaration qui a été rentrée. Donc, elle ne doit pas l'exprimer aujourd'hui, quoi. Ok. Je suppose que c'est dans le groupe libéral. Ah non, EPS. Donc, groupe socialiste. Ok. Alors, démission d'un conseiller, modification du tableau de préséance. Donc, vous avez vu dans les pièces que nous avons modifié le tableau. Il est donc proposé au Conseil d'approuver cette modification. Point suivant, modification budgétaire, c'est une communication, c'est simplement le fait que le gouvernement wallon a approuvé notre modification budgétaire numéro 3 de 2019. Toujours en communication, l'approbation par la tutelle par le gouvernement du budget 2020. Point suivant, toujours une communication, approbation de la redevance pour l'occupation du domaine public par les forains. Oui. Excusez-moi, je n'étais pas attentif. Concernant le budget 2020, l'approbation de la tutelle, on avait une remarque qui était faite concernant un travail qui nécessitait du temps et qui était assez laborieuse. C'est toujours les suites du compte de l'ancien directeur général avec la requalification de certains articles ou non? Directeur financier, pardon, excusez-moi, madame la directrice générale. Est-ce que c'est en lien ou c'est de nouveaux postes? Ce n'est pas en lien. Enfin, dans le budget 2020, il y a déjà eu toute une série de décisions qui sont approuvées au même titre que le reste du budget, mais il restait encore une série de postes qui étaient en cours de vérification. Oui, donc c'est là-dessus, c'est ça. Voilà. Okay. Mais il y a déjà eu un gros nettoyage, je dirais. Oui, non, mais je veux dire, c'est le reliquat qui pourrait éventuellement y avoir. Ok, merci. Ouais. Alors, oui, donc décision de tutelle concernant l'occupation de l'espace public par les forains, pas de problème. Alors, point suivant, c'est l'arrêté du gouvernement donnant des pouvoirs spéciaux aux collèges communaux. Donc ça, c'est une communication. Ça a été utilisé pour prendre un ensemble de décisions qui sont soumises aujourd'hui à ratification. Donc j'imagine qu'on en parlera lors des ratifications si vous souhaitez en débattre. Ici, c'est le principe général, c'est simplement la communication de la décision du gouvernement. Point suivant, c'est le pré-crac concernant les travaux de réaménagement du parc communal. Rien de neuf, c'est simplement la ratification de ce prêt nous permettant de financer les travaux en cours. Juste de manière générale, sur les différents travaux, quel est l'impact de la crise Covid? Est-ce qu'ils ont été statés de manière assez longue ou finalement, est-ce que des arrangements ont pu être trouvés? Parce que certaines entreprises continuent à travailler, d'autres non. Et donc, j'ai vu qu'il y avait plusieurs décisions qui avaient été prises par le collège et qu'il y avait eu certains recours ou certains ordres donnés. Donc, il y a d'abord eu un arrêt généralisé fin mars. Et puis des reprises progressives, les premiers étant ceux de la Grand Rue, mais progressivement tous les chantiers ont été réouverts. Je pense que les derniers sont en train de se réouvrir. La route d'Ofny a repris, la piste cyclable d'Ofny a repris. Et ce qui reste aujourd'hui, alors la situation du parc est un peu particulière puisque
Le problème, c'est l'installation électrique. Donc, tant que cette partie-là n'est pas finie, c'est difficile de reprendre l'ensemble. Mais il y a des travaux périphériques qui sont encore en cours. Aujourd'hui, l'ensemble des chantiers ont repris. Il y en a un qui avance d'ailleurs très vite et très bien. C'est celui de la liaison rue de Boussu-Zoning. Évidemment, il est moins visible, donc on ne se rend pas compte. Il n'affecte pas la circulation, tant mieux. Mais c'est un chantier qui, lui, ne s'est pas interrompu longtemps, en 15 jours. Alors toujours en pré-carac, toujours une ratification, c'est pour les aménagements d'une salle de sport dans la salle de gym de l'ancienne école Notre-Dame. Donc là, c'est la subvention, le pré-crac. Une ratification, c'est l'ordonnance de police, la fameuse ordonnance de police, rendant obligatoire le port du masque pour la clientèle dans les lieux accessibles au public, en ce compris les commerces pour raison de salubrité publique durant la pandémie du coronavirus. Ratification. On a dit tellement de choses là-dessus, je ne sais pas si quelqu'un veut encore s'exprimer sur le sujet. Ok, on ratifie? Non, je voulais vous poser des questions. Tout d'abord, donc, dire que notre groupe n'est absolument pas opposé au port du masque et qu'on trouve qu'effectivement c'est quelque chose qui doit être favorisé. Maintenant, je ne suis pas suspect des questions que je vais vous poser puisque je vous les ai posées dès le premier jour, dès la première annonce, le 7 mai et le 8 mai, je vous ai envoyé un mail où déjà j'attirais votre attention en me disant que justement, voilà, il y avait peut-être un risque qu'il y ait un recours du gouverneur et qu'il y ait peut-être un risque au niveau du respect de la hiérarchie des normes. Et donc, le 8 mai, je vous avais demandé si l'ordonnance qui était en projet respectait bien tant les décisions du Conseil national de sécurité, si elle était qui, lui, donc doit gérer, puisqu'on est en phase de gestion, ce sont ces décisions, en phase, pardon, de crise, ce sont ces décisions qui priment. Je vous interrogeais aussi afin de savoir si l'ordonnance donc n'était pas susceptible d'une annulation par le Conseil d'État et par le gouverneur, faute d'éléments permettant de justifier la restriction aux libertés individuelles et prenant finalement une mesure qui est plus sévère que la mesure préconisée par le Conseil national de sécurité. Et à l'époque, dans les premiers éléments de réponse, et je reprends vos mots puisque c'est ce que vous m'aviez dit, premiers éléments de réponse, vous ne m'aviez pas finalement donné vraiment d'éléments permettant de justifier le fait que la décision soit plus stricte que les recommandations du Conseil national de sécurité. Bon, alors depuis, vous l'avez dit, hein, ça a fait couler beaucoup d'encre et j'ai pu lire et entendre, ce soit par la presse ou sur les réseaux sociaux, les différents arguments. Je voulais juste un peu regretter que dans le dossier qui nous est mis aujourd'hui, on n'ait pas le courrier finalement du gouverneur qui nous invite à retirer cette ordonnance de police, mais aussi qu'on n'ait pas le fameux rapport. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un échange de rapports qui permettait de justifier cette ordonnance auprès du gouverneur et du ministre de l'Intérieur. Voilà, donc c'est pour ça que je vous interroge. Je voudrais pouvoir avoir un peu le contenu de cette lettre. J'ai entendu dire aussi que l'argument principal qui justifie le port du masque ici, c'est le fait que on a des Français qui viennent en Belgique faire leurs courses, mais je pense que jusque maintenant les frontières sont toujours fermées et je n'ai pas entendu d'autres déclarations du ministre des Affaires étrangères, ni du ministre de l'Intérieur, ni du Conseil national de sécurité, ni du gouvernement français. Les seuls Français qui pourraient venir sont des personnes qui viennent pour raisons impérieuses de travail ou de famille, mais ne peuvent pas normalement s'arrêter dans les magasins. Et on a vu que la police a sévi à plusieurs endroits dans certains commerces parce que justement certains Français s'arrêtaient alors qu'ils ne pouvaient pas faire de courses. Et donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ces éléments, sachant qu'en plus le gouverneur ce week-end nous disait que finalement il fallait quand même au final modifier l'ordonnance de police. Alors je sais que c'est jouer sur les mots puisque au final on ne peut pas obliger le port du masque, mais on peut recommander fortement le port du masque à l'intérieur, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Et donc voilà, je voudrais à travers mon intervention être sûr que finalement
l'ordonnance qui est proposée à notre ratification aujourd'hui ne sera pas cassée par le gouverneur qui fait office de tutelle dans ce cas-ci, et avoir un petit peu les différents éléments d'interprétation concernant le respect des hiérarchies et des normes, puisque nous sommes quand même dans un état de droit et on a tous prêté le serment que Madame Sautelet vient de prêter, et donc c'est toujours important de pouvoir aussi respecter et appliquer les lois. Bien, je vais redire ce que j'ai déjà longuement expliqué, mais je pense qu'on applique strictement l'arrêté royal de juin 2009 qui organise la gestion de crise. Cet arrêté royal prévoit dans son article 28 que lorsque l'instance fédérale le décide, elle prend la main, donc on passe en phase fédérale. C'est ce qui a été fait le 12 mars. À partir de là, cet article 28 organise les choses, et dans son paragraphe 2, il dit « Le gouverneur et les bourgmestres mettent en œuvre les décisions du ministre et les mesures complémentaires qui s'imposent. Donc, nous ne pouvons pas faire moins, mais nous pouvons faire plus avec des mesures complémentaires. Nous estimons que les mesures complémentaires s'imposent chez nous pour plusieurs raisons. On a effectivement aujourd'hui pas l'autorisation que les Français viennent, donc les Français ne peuvent pas venir faire leurs courses, mais en pratique, on sait bien qu'on ne peut pas avoir un policier sur chaque route venant de France en permanence. Donc il y a des Français qui parviennent à venir jusqu'ici. Ils prennent un risque, ils peuvent avoir un PV, il y en a eu toute une série qui ont été délivrés, mais voilà, en pratique, il y en a. Il y a aussi toute une série de commerces très petits, où les espaces sont limités. Éric Thiebaud à Anzy me faisait remarquer que c'était d'ailleurs très fréquent sur son territoire, et à Quiévrain aussi. Et donc, quand des gens ne peuvent pas respecter la distanciation dans des commerces, il est quand même maintenant scientifiquement prouvé et établi que le port du masque aide, très clairement. Donc personne ne conteste ça, l'utilité. Je pense simplement que ce qui n'a pas été décidé au niveau fédéral ne l'a pas été parce qu'il y a eu ce problème de fourniture de masques. Étant dans l'incapacité de donner des masques à tout le monde, ils auraient été très mal pris de faire ce qui s'imposait, c'est-à-dire, à partir du moment où on fait ses courses dans un lieu fermé, etc., d'avoir le masque. Alors ils l'ont fortement recommandé parce qu'ils savaient qu'ils étaient en porte-à-faux par rapport à l'incapacité de fournir. Donc moi je pense qu'on respecte, c'est ce que j'ai défendu vis-à-vis du gouverneur et du ministre, c'est qu'on respecte vraiment l'esprit de ce paragraphe 2 de l'article 28 de l'arrêté royal de juin 2019. À partir de là, il y a des possibilités de recours, mais le ministre ne dit pas ça. Il dit si vous veniez à constater qu'un acte administratif d'une autorité locale a été établi en contradiction avec les normes fédérales, là on n'est pas en contradiction, je vous demanderai dans un premier temps de bien vouloir jouer pleinement votre rôle de médiateur afin que l'administration locale se conforme à nouveau à la réglementation en vigueur. Bon, voilà, je ne me sens pas concerné par ça. Je dois dire que les 4 bourgmestres de notre zone ne se sont pas confirmés. On n'a pas l'impression d'avoir joué à l'excès, d'avoir fait des choses contraires à l'esprit de ce que le Conseil national de sécurité et les ministres chargés de mettre en application faisaient. Parce qu'on est loyal par rapport à ça et qu'on a fait le job correctement. Bon, maintenant, on verra bien si recours il y a. Si j'ai bien compris, parce que c'est plein de surprises aussi sur les capacités des uns et des autres d'aller au recours. Le gouverneur ne semble rien pouvoir faire vis-à-vis de notre ordonnance. Ce serait le ministre des pouvoirs locaux qui serait habilité à s'exprimer là-dessus. Alors voilà, des contacts que j'ai eus à ce niveau-là, il ne semble pas très pressé d'examiner la demande. Il n'en a pas pour le moment. Donc peut-être que dans les heures ou les jours à venir, il recevra de la part du gouverneur une demande formelle d'examiner cette ordonnance et de voir si elle est illégale ou pas. Le gouverneur nous a demandé de la réécrire. On n'a pas fait pour le moment, en disant « vous pourriez l'écrire autrement ». Mais ça devenait une phrase qui ne ressemblait à rien, genre vous allez écrire que vous recommandez fortement à vos commerçants de rendre obligatoire le port du masque. Voilà. Pour écrire ça, autant de rien écrire. Recommander fortement aux commerçants de rendre obligatoire, puisque eux ont le pouvoir de rendre obligatoire. Je signale quand même que ça a été rendu obligatoire sans que ça ne soulève aucun problème dans les bus. C'est même le Conseil national de sécurité qui l'a décidé.
qui sont parfois, j'ai encore vu les bus il y a 1 heure à Trichère, il y a moins de monde que dans certains magasins. Hein. Donc dans les bus, c'est obligatoire. Même dans les parcs à conteneurs, dans les Russie-Parcs, en plein air, avec votre voiture pour aller amener un demi-mètre cube de gravier, vous devez avoir un masque. Et là, apparemment, ça ne pose pas de problème. Donc, allez, je pense que là où le pouvoir syndical a été revendicatif, les syndicats des TEC, les syndicats des intercommunales de gestion des déchets, on a dit on va mettre le masque. Hein. Mais ailleurs, peu importe, on va simplement recommander. Donc voilà, nous en tout cas, nous ne bougerons pas l'ordonnance, sauf si on nous en intime l'ordre, mais j'attends avec impatience de voir le document qui nous serait éventuellement transmis en ce sens. Quelles seront les sanctions qui seront pour les gens qui viennent d'une autre commune faire les courses chez nous et ils sont chez un commerçant et ils n'ont pas de masque? Donc quelle est l'attitude que le commerçant doit avoir? Est-ce que si la police passe, lui doit être sanctionné de 250 € et le commerçant 750? Donc ça va commencer à faire lourd. Ou est-ce que le commerçant doit dire à cette personne désolé, je ne peux pas vous servir parce que vous n'avez pas de masque? Si lui, dans sa commune, c'est pas obligatoire. C'est l'attitude généralement adoptée par les commerçants. La plupart ont indiqué clairement sur la porte, on ne rentre pas si on n'a pas de masque. Donc pour toute une série de commerçants, c'est réglé. De toute façon, ils l'imposent eux-mêmes et je dirais que l'ordonnance communale leur permet d'être plus revendicatifs par rapport à ça. Ça les arrange bien. Il faut bien comprendre que c'est valable aussi dans les administrations. Notre personnel qui est au guichet, qui doit toute la journée recevoir des gens, qu'il y ait une imposition du port du masque pour les personnes qui se présentent, ça rassure tout le monde. D'ailleurs, pas que le travailleur, ça rassure aussi celui qui est dans la file et qui a à côté de lui quelqu'un d'autre qui porte le masque. Même chose dans les magasins, les commerçants sont rassurés par cette mesure et pensent d'ailleurs que c'est susceptible de plus facilement faire revenir les gens dans les commerces. Parce que, voilà, on se sent plus protégé lorsqu'on rentre dans un espace réduit si tout le monde porte le masque. Donc on n'a pas le cas que tu définis actuellement parce qu'en général les commerçants font la remarque, le demandent, le disent. Et jusqu'ici il n'y a eu que des avertissements. Alors ça restera des avertissements sauf si ça devient la deuxième, la troisième fois. Donc si quand un avertissement est rédigé, on prend l'identité de la personne. Si de nouveau elle revient, elle insiste et se promène au milieu des autres sans masque alors que c'est la règle, on ne demande pas aux commerçants de faire la police. La police. Au vu de la décision du gouverneur, vous n'avez pas peur que la décision... Pardon. Au vu de la décision du gouverneur, vous n'avez pas peur que les amendes soient cassées au-dessus? Parce qu'elles pourraient être cassées étant donné que le gouverneur est contre. On n'a pas de certitude dans ce sens-là ni dans l'autre. Toutes les amendes prises depuis le début coronavirus, et il y en a plus d'une centaine qui ont été prises pour différentes raisons. Des gens qui voyageaient à 3 dans une voiture, qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas la personne derrière, c'était pas la même famille. Donc il y a eu toute la panoplie possible depuis. Il y a toute une série de ces amendes qui sont contestées actuellement. Qu'est-ce qu'il en restera? Je suis incapable de le dire, puisque un bon juriste trouvera sans doute dans la manière dont le PV a été rédigé ou dans la manière dont s'est fait le contrôle, trouvera une source possible de contestation. Il y a même eu une rumeur à un moment donné que toutes les décisions avant telle date, plus rien ne valait, que tous les PV allaient être... Puis apparemment, ça s'est réglé. Voilà, je pense que tout l'intérêt ici aussi, c'est de faire de la sensibilisation. À partir du moment où les commerçants, ou l'autorité communale, ou la police, ou les 4 communes ensemble disent il faut porter le masque dans les magasins, il y a quand même un message qui passe qui est c'est important, faites-le. Nous, on n'invente pas ça pour faire plaisir, ça m'ennuie aussi de mettre le masque quand je vais dans un magasin, mais voilà, on le fait pour se protéger, pour protéger les autres. Ce sera un avertissement et puis une sanction alors? Oui, on n'a pas de cas pour le moment, donc chaque avertissement, c'est toujours réglé, la personne retourne, va dans la voiture ou trouve un masque sur place et revient dans le magasin avec son masque. Mais voilà, on aura peut-être des cas et les instructions que nous avons données à la police, c'est avertissement préalable, s'il y a récidive, là vous pouvez y aller, mais j'espère que ce ne sera pas le cas. Le commerçant n'est pas concerné par l'amende, c'est la personne qui ne porte pas en l'occurrence le masque qui serait verbalisé par le commerçant.
Oui, donc en fait, l'amende de 750 € pour le commerçant, c'est vraiment s'il n'a pas mis le panneau port du masque obligatoire. Voilà, sinon les commerçants peuvent être rassurés de se dire si un client arrive et ne veut vraiment pas mettre le masque, on va pas se retourner vers eux. Parce qu'à un moment, je peux comprendre aussi, la situation est quand même compliquée pour tous les commerçants. Et j'en ai plusieurs qui m'ont dit c'est un peu gênant parce que bah voilà, quand quelqu'un rentre, s'il a pas son masque, clairement, moi la boulangère m'a dit, elle s'est limite fait agresser en disant et quoi, tu veux que je sorte, ça te dérange que je vienne sans masque. Voilà, je pense que ça effectivement, il faut pas non plus qu'on en arrive à un système où finalement ils seraient entre guillemets pris en otage entre leurs clients et une décision communale, quoi. Et donc les commerçants, effectivement, ne sont pas concernés ni par le port du masque, ni par l'amende qui serait... Pas par le port du masque, pourquoi? Parce que certains se sont protégés autrement. Certains sont derrière un abri multicouche parfois. Et donc, on ne peut pas leur demander encore de porter le masque toute la journée s'ils estiment que, voilà, qu'ils sont protégés et ils protègent leurs clients de la même manière. Voilà. Il y a aussi, c'est Sivry-Rance qui a fait ça, et à Bruxelles et Mirkir notamment. Donc il y a plusieurs communes à Bruxelles, et dans le Hainaut il y avait une commune supplémentaire, mais dont on ne parle presque pas dans ce débat. J'ai eu le bourgmestre au téléphone qui voulait savoir ce qu'on allait répondre, mais lui, bizarrement, il n'a pas été invité à rencontrer le gouverneur. Voilà. Ok, pour ce point, vous ratifiez ? Si le groupe socialiste ne souhaite pas ratifier, vous créez l'événement aujourd'hui. Hein, donc, moi, je suis d'accord. Au vu des éléments, donc de toute façon, je vous ai dit, hein, on était pour le port du masque. Au vu des éléments que vous nous donnez, de toute façon, ça reste un débat juridique et on sait à un moment donné que vous demandez l'avis à 2 avocats, vous sortez avec 3 avis. Donc au final, vous ne savez pas ce qu'il en est. Et donc voilà, si sur base en tout cas des éléments que vous nous donnez aujourd'hui, ça semble corroborer et être en tout cas plus sérieux et plus dur que le simple fait que les Français pourraient venir. Ok, donc le point suivant, c'est aussi une ratification, c'est une autre ordonnance de police qui fait aussi l'objet moins médiatisé, mais d'un examen par le gouverneur, c'est le fait d'avoir pris une ordonnance organisant le rétrécissement de la voirie à la rue de la Frontière à Blogy afin de limiter le passage de la frontière. Donc, au début de crise, lorsqu'on a dû contrôler les mouvements Belgique-France, ce que nous avons voulu faire, c'est ramener les passages sur quelques routes principales. Et donc là, il y a eu une hésitation, est-ce qu'on ferme complètement ou pas? Finalement, on a rétréci pour donner un signal physique supplémentaire et bien indiquer que le passage n'était autorisé que pour les gens qui étaient dans le cadre d'un déplacement dit essentiel, les gens qui venaient travailler, etc. Bon. Il y avait une forte demande de la police de fermer complètement, on a tenu bon parce qu'il y a quand même des gens pour lesquels c'était le chemin tout simplement pour se rendre au travail, au room de Blogy ou ailleurs sur l'entité. Ok, on ratifie. Point suivant, c'est toute une série de ratifications concernant... Non, d'abord celle-là, c'est... Alors oui, l'église Saint-Martin, SOA Final 2, c'est la convention relative à l'octroi d'un prêt pour les travaux. Oui, j'ai juste une question. Apparemment, il y a une consultation citoyenne qui a été lancée pendant le confinement par mesure, par Internet, pardon. Je voulais savoir si on avait eu finalement des retours des citoyens par rapport à ces travaux, parce que la période était quand même un peu délicate et je suppose que personne n'avait vraiment la tête à ça. Mais voilà, et est-ce qu'à l'avenir, une nouvelle rencontre ou réunion, peut-être quand la situation sera plus stable, sera organisée sur l'état d'avancement du chantier? Donc j'ai eu une série de contacts téléphoniques, mais plutôt de type positif, des gens qui disent « Ok, maintenant on a compris, on voit vos explications, on ne s'y oppose plus » ou on comprend l'intérêt, parfois certains qui regrettaient, mais par écrit une seule, celle de Roland Thibault d'ailleurs. C'est pas secret, donc il l'exprime publiquement, donc on peut le dire.
Donc c'est le seul, officiellement, c'est la seule remarque formulée. Elle porte sur deux choses, en disant bon, c'est dommage d'abattre ce bâtiment, et deuxièmement, attire notre attention sur le vitrail. Et là, un contact a été pris par Vincent. Bon, tu veux peut-être... Mais en fait, Roland m'a donné les coordonnées de M. Bernard Tirtiot, qui est un monsieur qui a déjà procédé à la sauvegarde, dirais-je, de vitraux. Et donc, je l'ai contacté par téléphone cette semaine. Je lui ai envoyé une photo du vitrail, qui est un vitrail qui représente une crucifixion et qui se trouve dans le fond du chœur de l'église du Monceau. Je lui ai envoyé une photo de ce vitrail et donc j'attends qu'il me recontacte pour éventuellement aller voir sur place ce qu'il en est et voir comment nous pourrions procéder pour éventuellement sauver ce vitrail. Voilà où on en est, j'ai ses coordonnées téléphoniques, je l'ai appelé, nous sommes mardi, oui je l'ai appelé hier, voilà. Enfin, si jamais on devait le sauver, ce serait pour le placer dans un autre bâtiment ou dans le projet qui est là. Enfin voilà, on ne sait pas encore. Ça c'est juste, en tout cas, pouvoir le démonter et le préserver. L'objectif c'est celui-là et puis on verra ce qui pourrait être proposé. Dans le cahier de charge, il était prévu de récupérer tout ce qui pouvait être. Ouais. Donc dans le cahier de charge, aujourd'hui, donc l'entreprise est désignée, elle est prête à commencer, donc les travaux vont commencer sous peu. Le cahier de charge prévoit de préserver tout ce qui peut l'être, tout ce qui doit l'être. Donc cet avis-ci nous permettra, en dialogue avec l'entreprise, de dire, ben voilà, finalement, ce vitrail, voilà ce qu'on peut en faire. S'il présente un intérêt, parce qu'il y en a peut-être comme ça une quantité telle que... Voilà, disons qu'a priori un vitrail de crucifixion, c'est pas nécessairement quelque chose de totalement exceptionnel dans les églises. Je pense que toute église doit avoir un vitrail avec une crucifixion. Maintenant, si c'est fait par un artiste particulier ou qu'il a une valeur historique particulière, là, ça devient peut-être effectivement un élément à sauver. Mais comme vous dites, ça, c'est sur base des avis des experts qu'on pourra voir, quoi. Voilà. Voilà, mais donc sur la question, est-ce qu'on peut refaire encore une réunion maintenant? Non, c'est pour ça qu'on a fait cette non, pas consultation maintenant, écrite. mais je veux dire plus tard, dans l'état d'avancement ou ainsi de oui, suite. ok. Voilà, Mais, non, pas maintenant. Là, non, maintenant, non. l'entreprise va commencer. Donc, Oui, non, c'est ça, mais c'est plus quand les travaux, bah voilà, je pense qu'il y a deux phases. Il y a une phase où on rase l'église et puis peut-être la phase de reconstruction. Si maintenant il y a cette histoire de vitrail haute, bah voilà, la question, je ne sais pas s'il y a une opportunité à le faire, mais voilà. Ok, donc on ratifie. Alors, ratification toujours, c'est la désignation d'un bureau d'études pour les travaux, les futurs travaux de la rue Victor Delporte. C'est aussi le choix du mode de passation et de fixation des conditions. Ok, donc c'est pour lancer les opérations concernant la rénovation de la rue Victor Delporte. Point suivant, aussi une ratification, c'est la construction de Learning Center et d'une bibliothèque à Dour. C'est simplement l'adaptation du dossier suite aux remarques du pouvoir subsidiant. L'estimation, pour rappel, s'élève à 4 244 000 €, TVA comprise. Marché sera passé par procédure ouverte. Ok, vous approuvez la construction d'un Learning Center? C'est très bien. Voilà. Les moulins des hauts-pays, point suivant, ratification, il s'agit de ratifier la décision du collège concernant l'approbation des points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Oui, mais juste que je vois, enfin, on ratifie les points, mais c'était une Assemblée générale prévue le 13 mai, donc elle a déjà eu lieu ou elle a été reportée? Parce qu'on est quand même le 26. Elle est reportée comme toutes les autres AG, donc ok, ça va. Alors, plan de cohésion sociale, c'est le rapport financier 2019. C'est une ratification là aussi. Pas de souci. L'ajustement des subventions pour l'année 2020, toujours le plan de cohésion sociale. Donc, il a été décidé là d'augmenter la convention de partenariat avec la SBL Pourquoi pas toi, de maintenir la convention avec la Maison des Jeunes et d'ajouter une convention avec un partenaire spécifique à la lutte contre les violences intrafamiliales et la maltraitance, à raison de 2 774 €.
vu les collaborations passées dans le cadre du ruban blanc, le PCS proposerait l'AMO parler pour le dire. Ok. Bah écoutez, je pense que si les collaborations sont bonnes et que les différentes actions, voilà, ça paraît tout à fait logique. Sachant qu'en plus ici la période qu'on vient d'avoir a quand même une période qui, en termes d'augmentation des violences intrafamiliales et conjugales, est malheureusement une période assez triste et difficile, avec une augmentation forte, et où voilà, parfois certains suivis ont été arrêtés, où certaines situations ont été vraiment dramatiques pour certaines femmes, puisque le confinement du jour au lendemain empêchait parfois de pouvoir s'éloigner de l'auteur des violences. Bien, alors point suivant, projet été solidaire, ratification, donc c'est la décision de principe mise à disposition d'étudiants au CPS, opération classique, pas de problème. Alors nous avons, concernant la régie communale autonome, le fait de pouvoir désigner de nouveaux commissaires, tenant compte d'une part, premier point, de la démission de Pierre Carton de son poste de commissaire, vu qu'il est devenu administrateur vice-président. Là, nous proposons que ce soit Christina Gréco qui la remplace pour ce poste. Et alors, l'autre poste, c'est Yves Domain qui l'occupait, et vous devez donc désigner un remplaçant. Oui, et ce sera Éric Morel, et j'en profite pour excuser donc son absence, puisqu'il a dû nous quitter, puisqu'il a été rappelé au travail. Visiblement, les fuites d'eau ne s'arrêtent pas malgré la chaleur. Ok, alors c'est là où il y aurait dû éventuellement avoir un vote secret, mais habituellement on le fait comme ça, donc il n'y a pas de souci. Okay. Alors, remplacement au sein de l'Assemblée Générale de la SBL à Gap, donc là c'est le remplacement de Yasmina Djemal, et donc vous devez désigner quelqu'un. On propose Alexis Sautelet. Ah, voilà. À peine arrivé, il cumule déjà. Voilà. C'est les joies des conseils communaux. Voilà. Démission d'un conseiller communal, remplacement cette fois-ci au sein de l'intercommunal santé Harmonie Roland. Oui, ce sera moi qui irai puisque je suis déjà administrateur et ça nous semble cohérent qu'on puisse assurer le mandat à l'AG. Thomas Durand, ok. Alors ensuite, nous avons 5 points qui sont des prorogations concernant la tutelle sur le compte 2019 des différentes fabriques d'églises. Donc c'est une prorogation de délai de 20 jours, comme le prévoit la circulaire, afin de pouvoir statuer dans les temps, et ce sera à chaque fois mis à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Donc ce sont les 5 points, Saint-Martin, Saint-Victor, Église Notre-Dame, Saint-Aubin et Église protestante. Ok ? Oui, pas de problème. Alors, le point le plus important, je dirais le plus volumineux de ce conseil communal, c'est la modification budgétaire de l'exercice 2020, première modification budgétaire, vu la situation plus que mouvante et avec le nombre de décisions à prendre, évidemment il y aura une deuxième modification budgétaire à l'automne. Alors, tout d'abord, au niveau du service ordinaire, il y a une série sur les services antérieurs, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une série d'adaptations, si vous avez des questions, on peut y revenir. Sur ce service ordinaire en dépenses de personnel, elle diminue de 19 000 €, c'est en raison essentiellement de l'annulation des crédits liés à l'engagement d'animateurs et de cuisiniers pour l'organisation de la plaine de vacances, moins 42 000 €. Des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 75 000 €, 76 090 €, sont notamment des frais liés à l'acquisition de masques, tissus, gel hydroalcoolique et de produits désinfectants dans la lutte contre la propagation du coronavirus. D'autres enveloppes ont également dû être ajustées à la hausse, des dépenses de fonctionnement du PCS, un marché d'abattage d'arbres, des fournitures en électricité et en gaz, mais toutes ces augmentations sont compensées par la réduction de dépenses directement liées à la crise sanitaire, puisque nous avons annulé les fêtes scolaires, ça représentait 5 800 €, un voyage scolaire de fin d'année scolaire, des chèques ALE pour la surveillance des repas de midi, des frais d'organisation de festivités,
Donc ces deux enveloppes, ces dépenses et ces recettes s'annulent. Alors les dépenses de transfert augmentent puisque nous avons une augmentation de 94 000 euros, essentiellement due à l'inscription de 2 subsides complémentaires pour un total de 100 000 euros. Donc tout en gardant le budget 2020 après cette modification budgétaire à l'équilibre, nous avons inscrit un montant de 100 000 euros en soutien aux associations culturelles et sportives. Nous vous ferons une proposition lors du prochain conseil en juin d'une liste de bénéficiaires. Donc l'idée c'est de voir de quelle manière nous pouvons aider les associations culturelles et sportives qui ont dû arrêter leurs activités pendant 2, 3, 4 mois. On ne sait pas encore au niveau quelles seront les reprises et les conditions, de manière à pouvoir les soutenir, et toute une série qui ont quand même des frais fixes, c'est jamais très important, c'est des petits montants, mais dans une association, ça peut peser lourd. Donc on a là 100 000 euros sur lesquels on doit travailler dans le courant du mois de juin pour pouvoir faire une proposition et que ces paiements puissent effectivement être réalisés à la rentrée. Alors, on fait l'examen des deux ensemble ou on fait d'abord service ordinaire et puis service... Oui, on peut s'arrêter là, Ouais. Je ferai l'extraordinaire après. Ok. Mais moi j'avais donc une question concernant donc les décisions prises par le collège suite à l'octroi par le gouvernement wallon d'une aide pour le commerce. Donc ça a été examiné le 16 avril et le 30 avril avec une réduction de certaines taxes compensées par les 8400. Je les ai pas vues dans le budget, donc je sais pas si si j'ai mal lu le budget, mais je ne pense pas. J'ai pas vu qu'elles avaient été adaptées, et comme vous aviez reporté la modification budgétaire pour pouvoir justement y mettre toutes les différentes modifications en lien avec le Covid, voilà, je voulais savoir si finalement cette taxe et réduction... L'impact n'est pas énorme puisque les taxes communales sur les commerces sont très faibles, donc l'impact n'est pas énorme et est compensé par le subside. Mais surtout, c'est très difficile aujourd'hui de décider précisément, parce que qui sait dire à quel moment l'ORECA, par exemple, va pouvoir reprendre. Donc c'est encore très difficile de pouvoir mesurer si on va les exempter de 3 mois, de 6 mois, voire plus de taxes communales. Qui sont essentiellement liés soit aux enseignes, à la force motrice, mais ça reste des montants qui sont relativement faibles. Donc l'impact sur la modification budgétaire, il est quasi nul, d'autant plus qu'au niveau régional, on a 8 000 euros, je pense, à percevoir. Oui, non, mais c'était juste pour voir, je ne voyais pas l'écriture comptable, donc c'était pour savoir si ça allait être inséré par la suite ou pas. Et alors, par contre, par rapport à ce soutien aux commerçants et aux ménages en difficulté dans le Covid, on voulait vous faire une proposition. Alors, soit on l'amende aujourd'hui, puisqu'on a déjà pu amender le budget initial, soit on le fera lors d'une prochaine modification budgétaire. Mais on voulait vous proposer la mise en place de chèques de soutien aux ménages. Ça pourrait... Alors, dans l'idée que nous imaginons, ça représenterait un budget de 150 000 euros. Ce seraient des chèques qui seraient distribués aux ménages, donc un chèque d'une valeur de 10 euros que la commune s'engage à verser aux commerçants concernés contre l'achat de 25 euros dans un commerce local. Alors ça permet, de soutenir le commerce local, de pouvoir assurer leur relance, mais 2, ça permet aussi de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. On sait bien, voilà, certains ménages plus favorisés ont eu la chance de ne pas être impactés, mais de nombreux ménages sont impactés par les crises de chômage temporaire et malheureusement par les différentes fermetures ou licenciements qu'il pourrait y avoir par la suite. Et donc, pourquoi avoir décidé ce budget plus ou moins de 150 000 euros? C'est parce qu'on se base sur les chiffres des ménages qui sont établis par Renault Développement, donc la fiche 2020. Il y a 7 230 ménages de mémoire. On arrondit cela en tout cas à 7 500 ménages, fois donc les 2 fois 10 euros. Et donc, on arrive plus ou moins au montant de 150 000 euros, sachant que ça permettra aussi puisqu'il n'y a pas tout à fait 7 500 ménages, ça permettrait aussi de prendre en charge les frais d'impression et de ces chèques, pardon. Et donc voilà, on souhaitait pouvoir faire une modification et un amendement au budget. Alors certes, ça bougera l'équilibre, ça je peux l'entendre, mais c'est en tout cas une mesure qui en situation de crise me semble bénéfique tant pour les ménages
que pour les commerces locaux et avec les décisions maintenant du gouvernement wallon de permettre d'avoir des budgets qui ne sont pas nécessairement à l'équilibre, ben, je pense que ça ne posera pas de problème, sachant qu'en plus, si notre exercice propre, on a un boni, sur le boni cumulé, on a quand même 4 millions au service ordinaire, donc je pense que ponctionner 150 000 € dans les 4 millions de boni cumulés du service ordinaire, ça ne laissera pas grande trace. En tout cas, c'est un geste politique fort qui serait ainsi mis en place. Et donc, on vous demande de pouvoir inscrire cet article dans le budget ordinaire. Et par la suite, on pourrait alors établir le règlement qui permet de fixer. Alors, est-ce qu'on donne 2 chèques à l'ensemble des ménages ou est-ce qu'on donne un seul chèque à un ménage isolé et ensuite 2 chèques pour les ménages où là, il y a une famille et par exemple 3 chèques pour les familles nombreuses? Ça, voilà, on peut en discuter. On n'a pas déposé de points sur ce règlement spécifique parce qu'on s'est dit qu'on voulait pouvoir le concerter avec vous par la suite sur la modalité pratique. Puisque on s'est dit que bah voilà, on voulait pouvoir avoir une concertation. Je pense que c'est quand même toujours mieux de pouvoir travailler en parfaite concertation. Et donc bah voilà, on vous fait cette proposition. On n'a pas déposé de points sur le règlement. Je pense que ça, on peut s'entendre sur les modalités pratiques, mais des exemples existent dans différentes communes. Et donc, moi, j'ai déjà rédigé une base, et donc on est à votre disposition par rapport à ça. Mais je pense qu'en tout cas, ce serait une mesure qui permettra de soutenir à nouveau, ben voilà, les difficultés rencontrées par nos citoyens et par nos commerçants. Et donc voilà. Je note que pour la première fois, vous admettez qu'on a un beau boni cumulé, c'est bien. Mais je pense qu'on n'a jamais remis en doute le boni cumulé. Hein. Bien, alors nous avons réfléchi à un modèle, mais il n'est pas prêt pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous n'avons pas encore officiellement, donc je l'ai lu par voie de presse, mais je n'ai pas vu le courrier aux communes nous confirmant la possibilité d'aller à moins 3% sur le budget 2020 et moins 5% sur le budget 2021. Mais ça circule, donc j'imagine que ça va arriver. Attention que la région wallonne, en faisant ça, ne nous donne pas 1 euro. Hein. Donc c'est juste nous autoriser à perdre de l'argent. Parce qu'il faudra à un moment donné que les citoyens le payent d'une manière ou d'une autre. Alors dans le boni cumulé, j'entends bien, ok. Mais on peut quand même espérer... Des contacts que j'ai montrent que ça risque quand même d'être le cas, que ça aille un pas plus loin sous peu au gouvernement wallon, avec quand même une aide aux communes qui ne consiste pas simplement à les autoriser à dépenser l'argent qu'ils n'ont pas, puisque c'est mettre le budget en négatif. Donc, j'aimerais qu'on attende un peu par rapport à cela, voir ce qui sera proposé très concrètement, mais ça peut venir très rapidement. Sinon, sur la volonté de faire quelque chose, oui. Je pense qu'on peut le faire. Les 100 000 € qu'on a inscrits pour les associations pourront peut-être déjà aller dans ce sens. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de complémentaire. Vous agissez pour les associations et l'idée, c'est via un budget plus ou moins équivalent, agir pour les ménages et en plus les commerces. Quoi. Mais pour les associations, on peut déjà lier avec les commerces. Puisque, moi j'ai dit qu'on viendrait avec des propositions en juin. Le chèque aux associations n'est pas nécessairement un versement sur leur compte sans justification. Peut-être qu'on peut lier à certaines dépenses éligibles qui peuvent profiter au commerce. Donc, première raison pour laquelle c'est prématuré, on n'a pas les instructions de la région sur comment le construire, quel est le volume financier. Si effectivement c'est 3%, ça veut dire 600 000 €, on peut aller en négatif de 600 000 €. Bon, est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on prend moins? Est-ce qu'on prend plus? Deuxièmement, qui va profiter de ça? Tous les ménages de la même façon. Est-ce que vraiment, je dois, moi, Carlo Di Antonio, toi, Thomas Durand, recevoir un chèque? Je vous ai dit, monsieur le bourgmestre, que donc le règlement n'a pas été établi volontairement parce qu'on voulait travailler avec vous pour pouvoir justement établir les modalités et donc pouvoir arrêter. Je vous ai dit, ça peut être 1 chèque, 2 chèques, 3 chèques, ça peut être comme dans d'autres villes sur base du RIS, de la GRAPA et d'autres. Et donc voilà, on veut vraiment laisser la porte ouverte à la concertation avec vous sur ça, mais on aimerait qu'il y ait quand même un geste qui soit déjà aujourd'hui marqué pour que ces chèques puissent être, en tout cas, on puisse prendre la promesse aujourd'hui que oui, il y aura une intervention vis-à-vis des ménages. Je trouve que c'est 2 fois 10 €, ça fait 20 € par ménage.
voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais dans de nombreuses familles, ça paraît, c'est quand même important. Oui, donc c'est exactement là que je veux en venir, c'est qu'il faut pouvoir cibler les familles où ça a un impact. Si je reçois un chèque, ben, j'ai juste un effet d'aubaine, je serai content avec mon chèque, mais ça ne changera rien à ce que je vais acheter. Je ne vais rien acheter de plus que ce que je n'achète. Par contre, pour certaines familles, ça signifie une capacité vraiment d'acheter plus, etc. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir cibler. Aujourd'hui, inscrire une dépense comme ça sans avoir le mécanisme, bon, voilà. Troisième chose, est-ce que ça doit être des chèques? Parce que ces fameux chèques, j'ai déjà reçu 5 mails depuis une semaine, puisque toute une série de sociétés se proposent en étant les meilleurs du monde, en nous disant voilà le chèque, avec des commissions sur le chèque il est valable pour ci, il est valable pour là, on est les meilleurs du monde pour faire des chèques. Ok, il y a aussi les meilleurs du monde pour faire des masques, il y a le gel hydroalcoolique, je peux vous envoyer la collection de mails que je peux recevoir de gens qui proposent des services nouveaux liés à la crise. Cette semaine sur les chèques, tout le monde veut nous envoyer des modèles pour mettre ça en œuvre. Donc oui, on doit faire quelque chose, oui, le budget nous le permettra sans doute, on présente ici un budget à l'équilibre alors qu'on a, selon les rumeurs, une possibilité d'aller en négatif. Je pense que ça peut se faire à la modification budgétaire numéro 2, ça ne changera pas grand-chose. Pour les commerçants, à voir à ce moment-là, parce que là aussi sur les commerçants, il y a une réflexion à avoir, comment on va cibler ça? Est-ce que le Colruyt ou le Deleuze qui n'ont jamais vendu donc effectivement, autant... donc c'est effectivement cibler les commerces qui ont été les commerces locaux, les petits commerces, ne pas cibler les grandes chaînes et pourquoi pas, on peut prévoir que ce soit les commerces qui ont été fermés pendant toute la période du confinement. Je pense que c'est ceux-là qui ont le plus besoin d'avoir un soutien. Pour être constructif, puisque c'est notre volonté de faire quelque chose, mettons en place un petit groupe qui travaille, majorité opposition, sur la construction de quelque chose qu'on présentera ensemble. Mais allez, sur le principe, on est d'accord. On pense qu'il va falloir faire quelque chose. Mais tout ce qui concerne le commerce, voyons aussi ce qui va sortir comme mesure régionale, fédérale. C'est quand même là que va... je suis d'accord, mais ça peut être un complément aussi. Je pense que voilà, c'est un geste qui est fait par la commune, qui est fait vers ces ménages. Et donc c'est pour ça que je vous dis, on n'a pas déposé volontairement de texte parce qu'on se dit, ben voilà, il faut qu'on puisse le construire et cibler parce que voilà, dans les différentes communes, soit tous les ménages l'ont de la même manière, d'autres ont ciblé certaines catégories. Je pense qu'il vaut mieux cibler certaines catégories pour être sûr d'avoir un meilleur soutien pour les personnes qui sont les plus précarisées. Mais donc voilà, j'entends sans rentrer, parce que ça c'est encore une autre étape, sans rentrer dans un système où administrativement il va falloir aller vérifier. On est bien d'accord. Non, voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que le système le plus simple, c'est celui de, on prend la liste des ménages et on établit sur base du nombre de personnes dans le ménage, un chèque, 2 chèques, 3 chèques par exemple. Ça c'est le plus simple à gérer. Parce que si on prend par exemple un système où il faut aller vérifier qu'on a le risque, qu'on a la grappa, qu'on a ci, qu'on a là, on va surcharger les services communaux qui devraient délivrer le chèque. Et donc ça, je pense que voilà, c'est pas le but non plus. Et donc voilà, mais ça, on en discutera si j'entends bien autour d'un groupe de travail. Mais c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas ajouter aujourd'hui. Je ne m'engage pas ici à ce que ce soit un chèque, hein, parce que soit c'est un chèque pour tout le monde et c'est injuste quelque part, puisque ça n'atteindra pas l'objectif pour tous ceux qui vont recevoir le chèque et qui n'en ont pas réellement besoin. Soit c'est pas un chèque pour tout le monde, et on crée une frontière, une limite, et on va avoir le débat sur la limite, et y compris les gens qui ne vont pas l'avoir de justesse et qui vont dire « vous, la commune de Dour, vous ne nous avez pas aidés parce qu'on gagne autant et qu'un autre... voilà. » Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre, et donc je ne suis pas sûr que ça prendrait la forme d'un chèque. Donc, voilà. Mais sur le principe d'une aide, d'utiliser une enveloppe, vous avez cité 100 ou 150 000 euros, d'utiliser une enveloppe du budget après la modification budgétaire pour pouvoir faire quelque chose, oui, mais réfléchissons à une formule et voyons un peu ce que nos voisins vont faire. Parce que actuellement, dans les autres communes, j'entends surtout des aides directes, soit à l'associatif, comme on vient de le décider, ou parfois aux commerçants. Certains ont dit, je crois que c'est Fran qui a fait ça, le gouvernement wallon a décidé de donner une prime à toute une série de secteurs. Tous ceux qui ont reçu la prime wallonne reçoivent un complément communal de autant. Ça, c'est très facile. Nous, on ne décide pas. On se colle à la prime wallonne.
Ça, au moins, c'est un mécanisme qui existe déjà, c'est facile. Oui, mais Donc ça, j'ai vu. sachant que la prime wallonne est quand même vachement contestée, et vous êtes bien ça, c'est placé clair. pour le savoir, puisque Ouais. votre groupe est l'un des premiers à la Ouais, c'est contester clair. au Parlement. Donc je pense que ce sera aussi tout à fait injuste à ce Ouais. niveau-là, parce qu'il y a des commerçants qui auront quand même besoin de cette aide, tandis que voilà, la formule ici proposée, et j'entends bien, je ne dis pas qu'il y a qu'à, et ça n'a jamais été notre philosophie dans notre groupe, mais je pense que voilà, ce système est mis en place par exemple dans la ville de Rochefort, qui compte plus ou moins le même nombre de ménages que nous, et donc voilà, je pense que si on se base sur par exemple ce règlement-là, ça doit être gérable de la même manière. Alors après, je connais pas voilà, les services communaux qu'il y a dans la ville de Rochefort et autres, ni l'état de leurs finances, mais je suppose qu'en termes de masse de ménages, ce sont les mêmes, et donc ça doit pouvoir être gérable plus ou moins de la même manière. Maintenant, une ville comme la ville de Huy a fait un autre choix. Je vous dis là, il donne d'office un chèque aux personnes qui bénéficient du RIS, de la GRAPA et de certains revenus. Et par contre, pour les autres citoyens comme vous et moi, on peut acheter le chèque de 10 €, on le paye 8 €. Et donc ainsi, voilà, il y a une certaine intervention. Tout le monde a un chèque de 10 € à valoir sur 25 € d'achat, mais on a payé 8 € quand même de sa poche. Et donc voilà, c'est aussi une manière de contourner et de rendre une certaine égalité dans ce fonctionnement. Donc voilà, les pistes sont ouvertes, je pense, et ça promet en tout cas de beaux débats, mais j'espère quand même qu'on pourra y travailler assez rapidement, parce que voilà, que ça puisse en tout cas bénéficier aux ménages d'ici la fin de l'année, et que ça puisse être utilisé sur une période assez large, pour qu'on n'oblige pas non plus les gens à devoir dépenser ces chèques ou les utiliser trop rapidement, avec alors un afflux qui serait peut-être trop massif aussi pour les commerçants dans la gestion et ainsi de suite. Ou alors Christina refait 10 000 masques et on donne un chèque pour des masques, ça ne va pas, non? Ok, donc on peut lancer la semaine prochaine ou la semaine suivante ou plus tard un petit groupe pour réfléchir à une formule, on n'y est pas opposé. D'autres choses concernant... Sur le service ordinaire, ben non, je pense que vous nous avez donné... Il y a aussi toute une série de crédits supplémentaires que je n'avais pas eu le temps de vous décrire. C'est le subside complémentaire SBL Belvédère, 10 600 €, sponsor sportif 10 600, donc toujours à l'ordinaire. L'annulation du subside au centre culturel pour les tornades. La réduction des subsides liés au prix de la RCA, moins 20 000. Voilà, un transfert de crédit de fonctionnement aussi, stérilisation des chats domestiques. Voilà, je pense, pour l'ordinaire. Oui, il y a une recette de transfert qui augmente de manière assez significative, c'est les 114 000 € de dotation provinciale pour les services de secours. J'ai juste une remarque, mais dans les tableaux, les postes de dépenses sont marqués comme des postes de recettes, donc il faudra juste faire la petite correction. Parce que au début, j'ai eu du mal de lire le budget. Voilà. Mais moi, j'ai tout qui est en recettes, et donc c'était un peu compliqué. Je me suis dit, tiens, il n'y a que des recettes. C'était une super nouvelle. Je me dis, youpi, Dour devient riche, mais non. Voilà. Ok, rien d'autre sur l'ordinaire? Sur l'ordinaire, non. Alors, à l'extraordinaire, là, on a une série d'ajustements. Plus 994 000 € pour les travaux et honoraires de l'aménagement du cœur de village de Ouéry, donc c'est le décompte final des travaux. Plus 110 000 € pour les travaux d'aménagement de sécurité, suivant le décompte final des travaux, là aussi par prélèvement. Plus 75 000 € toujours par prélèvement pour les travaux d'amélioration et d'égouttage de la rue de la Grande Vanne, suite au décompte final. Plus 29 500 € pour les honoraires et travaux d'aménagement du parc communal, en fonction des modifications des avenants en cours. Alors, plus 20 767 € pour les emprises et les travaux de création d'un réseau de mobilité douce à la rue d'Offny. Plus 3 000 € pour la clôture des travaux au sentier Planty-Jaquette. Et toujours, tout ça c'est par prélèvement, un dernier de 558 € pour la clôture des travaux de remplacement de menuiserie extérieure de l'ancienne justice de paix. Alors, nous avons également inscrit une enveloppe à l'extraordinaire de 300 000 € pour des dédommagements extraordinaires de dossiers de travaux en cours de litige. On parle notamment du fameux litige de la rue Emery, sans savoir ce qu'il va en advenir. Il y a une provision qui est inscrite.
En ce qui concerne l'exercice propre, il y a l'inscription d'un nouvel investissement financé par un emprunt pour les corniches et la toiture de l'école de l'Athénée, 80 000 €. Il y a également l'inscription des frais d'acquisition d'une parcelle pour l'accès à l'école du centre, 1 500 € par prélèvement. La poursuite des emprunts du chemin d'Ofny, quelques morceaux qui restent à payer. L'octroi d'un subside d'investissement à la fabrique d'église Saint-Martin pour la rénovation du clocher, 6 731 €. Et l'octroi d'un subside d'investissement à la SBL Centre Sportif pour 35 000 € pour l'achat de matériel d'équipement. Alors d'autres crédits sont également adaptés du fait de la réestimation de leur coût. Ça concerne le remplacement de la chaudière de l'école des Louges, les investissements au niveau de l'informatique pour le réseau Wi-Fi du complexe de l'hôtel de ville, de la salle culturelle et de la bibliothèque. Certains investissements prévus au budget initial ont également été annulés, à savoir le report en 2021-2022 des travaux relatifs à la création d'un réseau de mobilité douce dans le cadre du PCDR pour la liaison vers Sarres-la-Blourière et la place de Petit-Dour, et report également pour l'acquisition de vélos avec box. Voilà, je pense que avoir fait le tour de l'extraordinaire. Des choses par rapport à ça? Une petite question au niveau du subside qui va être octroyé au centre sportif. Il y a une quinzaine de jours, on a eu une réunion où tu as participé. Tu nous as expliqué que la RCA allait reprendre la gestion comme dans d'autres structures, mais notamment celle du centre sportif. Donc je me posais un peu la question à savoir pourquoi ce n'était pas la RCA qui payait justement ce montant à cette SBL, alors qu'ici c'est la commune qui doit pallier à ce montant, quoi. Donc la SBL doit s'équiper, avoir du matériel pour gérer la buvette numéro 2, et elle requiert pour ça un subside communal. C'est comme ça qu'on fonctionne tout le temps. Donc, mais pourquoi c'est pas la RCA, étant donné que maintenant la RCA est bien impliquée dans le centre sportif? Il aurait été logique. La RCA n'a pas vocation à donner un subside aux ASBL. Et c'est pour acheter du nouveau matériel, alors, si j'entends bien? Non, la décision qui a été prise au niveau du centre, de l'ASBL du centre sportif, c'est le rachat du matériel existant, propriété de l'ancien occupant. Il y a eu par rapport à ça des comparaisons de prix entre refaire des investissements neufs ou racheter pour le montant. Mais le point doit seulement venir au conseil communal la fois prochaine, puisqu'ici, c'est l'inscription budgétaire dans notre modification budgétaire. Le débat sur qui reçoit quel subside, ils doivent repasser un à la fois ici. Donc il y aura un point sans doute au conseil du mois de juin sur l'octroi de 35 000 € au centre sportif pour acheter de l'équipement. Pour avoir le débat à ce moment-là, mais aujourd'hui ce n'est que le principe de la dotation budgétaire. Ok? Moi j'ai une question plus... Pardon, oui. J'ai pas l'habitude. J'ai une question plus précise, c'est parce que de manière récurrente, on voit quand même, donc vous avez fait le détail de tous les décomptes des travaux par rapport au PCDR, avec quand même à chaque fois des ajouts et parfois des modifications importantes. C'est dû finalement à quoi? Parce qu'on a déjà eu la blague quand on a fait le terrain de football, on a eu la blague avec le Belvédère. Je veux dire, à chaque fois qu'on lance des travaux, la facture initiale qu'on nous annonce est systématiquement alourdie quand on fait le décompte final, avec parfois des surprises qui sont importantes. Donc voilà, est-ce qu'on a une explication logique par rapport à ça ou non? Parce que voilà, c'est quand même interpellant que systématiquement il y ait pour les gros projets des montants importants. On parle parfois de 172 000 €. Enfin voilà, Donc, tout d'abord, ce n'est pas systématique. 2, on peut difficilement, prenons le cas des travaux Cœur de Wéry, toute une série de travaux répartis sur le village de Wéry. Il est évident qu'en cours de travaux, on peut être amené à découvrir que tel petit aménagement supplémentaire serait finalement intéressant, qu'on va le faire par avenant, etc. Et puis, il y a aussi une dérive des prix qui peut exister quand les travaux durent longtemps, sont étalés
des imprévus ou des choses comme ça. Mais c'est par rapport alors à Mais des... par contre, des- sur le caractère systématique, je ne suis pas d'accord, parce que bien ici, évidemment, les montants qui augmentent, mais il y a aussi plein de dossiers sur lesquels ça n'augmente pas, voire parfois ça diminue. Donc là, dans l'autre, on est sur des choses. Et alors par rapport à la provision concernant donc le contentieux à la rue Emery, donc c'est bien une provision, là c'est pas la conclusion d'une décision, d'une transaction juridique qui pourrait y avoir. Là c'est une provision de 300 000 € qu'on fait, mais le dossier est encore en cours et donc voilà, le montant n'est pas encore à débourser. Ou alors la commune a été condamnée et on sera déboursé. C'est une erreur, rue Emery. C'est pas la rue Emery ici, c'est Travel Exploit. Donc c'est donc de manière large, ils avaient fait tout l'entretien du réseau à l'époque. Donc les travaux, comment est-ce qu'on dit voilà, entretien extraordinaire de voirie. Et il y a toute une série de postes qui ont été contestés et ils reviennent là-dessus. Et donc on ne sait pas très bien au tribunal ce que ça va donner. Oui, mais donc ici c'est une provision, c'est pas encore le résultat d'une transaction, quoi. C'est juste on fait une provision si jamais le dossier devait nous être défavorable, quoi. Ouais. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voter sur, s'il n'y a plus rien d'autre, sur cette modification budgétaire numéro 1? Ben, oui, on s'abstiendra par cohérence avec le budget, notre position sur le budget initial. Ok, abstention à l'ordinaire et à l'extraordinaire, c'est un seul vote. Hein, de toute façon. Oui, on fait toujours un seul vote de toute façon. Ok, alors point suivant, redevance pour prêt de livres. Donc c'est l'instauration de la redevance pour l'inscription à la bibliothèque, le prêt de livres, les photocopies, les impressions. Ok. Point suivant, convention d'usufruit entre la commune de Dour et la RCA relative au complexe sportif, c'est la demande d'annulation de la redevance 2019. Donc j'ai transmis en son temps aux administrateurs de la RCA la demande que nous avions formulée. Donc en fait il y a un décalage. Nous devions récupérer au niveau de la RCA l'ensemble du centre sportif. Elle a été récupérée en 2 morceaux avec une durée entre les deux, un temps qui était un peu plus long que prévu, le temps de préparer les conventions. Et dès lors, il n'a pas été possible de faire ce que nous venons de faire au dernier CA, de confier le centre sportif à l'ASBL Centre Sportif. Et donc il y a une période d'1 an qui s'est écoulée pour laquelle nous demandons l'annulation de la redevance. Ok, c'est un point validé par le collège qu'on doit approuver ici. Ok, unanimité. Alors, adhésion à la centrale d'achat de la SPAC, approbation. Là, c'est simplement proposer d'approuver un projet d'adhésion à cette centrale d'achat relative à la gestion des sols pollués, le cas échéant, si nous devions en avoir besoin. Ok. Concession de services, gestion par une ASBL à vocation culturelle de la maison des associations. Donc ici, c'est une proposition d'un cahier de charges, un projet de concession relative à cette gestion. Donc que constate-t-on? C'est que la gestion de la maison des associations se passe bien, mais le taux d'occupation est faible. Donc il serait intéressant d'avoir un projet qui s'y accroche et d'avoir une gestion associative des lieux, tout en protégeant les utilisateurs actuels ou d'autres utilisateurs qui devraient pouvoir toujours, ponctuellement, sur demande, y avoir accès et avoir l'usage des lieux, mais essayer de développer une vraie dynamique locale. Donc c'est un appel à candidature, j'espère qu'on trouvera une association susceptible de reprendre cette gestion. Je ne sais plus, mais par rapport à l'offre, c'est une concession de service à titre gratuit ou alors il y aura, l'association qui aura le marché devra payer un loyer à la commune? Je crois que c'est pas prévu ni dans un sens ni dans l'autre. Donc dans la proposition qui sera faite, on peut proposer un très beau projet et ne pas savoir payer de loyer, ou proposer un projet commercial qui ne nous intéresse pas et de pouvoir payer 1 000 € par mois. Donc je pense qu'il n'y a pas de prix fixé, ne trop pas. Donc, voilà, donc dans l'offre reçue, le prix éventuel serait un
un élément de choix, même si ce n'est pas le principal. Voilà. Mais parce que j'ai cru voir que c'était quand même, donc ce serait une concession de service avec à charge de l'association qui le prendra. Enfin, on a fait une réunion une fois de la commission locale de développement rural. Il y a quand même des fameux problèmes d'humidité et des problèmes au niveau des châssis. Et ça, ce serait à charge du concessionnaire ou ça reste toujours à charge de la commune? Parce que, je veux dire, si c'est un bail et que c'est le concessionnaire qui doit prendre à ses frais les réparations. Non, c'est pour une durée déterminée. Ici, en l'occurrence, c'est pour 1 an. D'accord. Pour être renouvelé, évidemment. Et donc, la structure qui va occuper les lieux ne prend pas en charge les investissements de ce type-là, quoi. Donc, non, mais c'est juste. C'est l'entretien en termes de nettoyage et de paiement des charges. Mais bon. OK. Point suivant, c'est l'entretien extraordinaire de voirie. On vient de l'évoquer pour les années antérieures. Voici celui prévu pour cette année. Donc ici, il s'agit d'approuver ce projet d'entretien extraordinaire de voirie pour un montant de 198 000 €, TVA comprise. D'accord ? Point suivant, rénovation des toitures plates de l'école de Wéry. Là, c'est le choix de mode de passation et fixation des conditions. Proposé donc au conseil communal d'approuver le projet de rénovation de ces toitures plates, montant estimé de 105 000 €, TVA comprise. OK. Il y a un subside de 105 000 €. Le montant, c'est 145 000. Excusez-moi. Alors, point suivant, règlement communal relatif à la sécurité des établissements accessibles au public, approbation. Donc, il y a eu un groupe de travail, zone de secours, etc. Et donc, on finit par approuver ce règlement communal relatif à la sécurité des établissements accessibles au public, ainsi que les 2 annexes telles qu'elles resteront annexées à la délibération. Vous êtes donc demandé d'approuver cette convention. Ce règlement, pardon. Okay. Alors, Assemblée générale de IMIO, elle est reportée. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Alors, si j'ai cru comprendre, c'est donc, si j'ai bien compris, c'est donc cet intercommunal. Voilà, ces spécialistes de l'informatique qui sont incapables de faire une assemblée générale informatique, mais c'est quand même assez interpellant. Donc, il y a des structures beaucoup plus petites qui font des assemblées générales avec 50 personnes ou 100 personnes ou 200, mais apparemment ici, on ne sait pas le faire, donc c'est reporté. Oui, donc on peut quand même, les points de l'ordre du jour sont toujours bons. Est-ce qu'on décharge les administrateurs vu leur incapacité à, je ne sais pas. Bon, allez. Oui. Envoyer un pigeon. J'ai l'impression qu'on va un peu rigoler d'eux dans de nombreux conseils communaux. Enfin, voilà. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? La question. Chef de bureau technique. Ah voilà, avant IMIO, j'ai oublié un point. Donc il y avait le PSSP, effectivement, introduction 2020 du programme. Donc vous avez reçu la copie du nouveau plan. Il a été transféré par voie électronique au SPF pour le 31 mars 2020. OK. Et nous avions le chèque sport et culture, la relance de l'action, suite à la décision du collège du 5 mars. C'est toujours les mêmes modalités que les précédentes, hein, s'il n'y a rien qui change par rapport à ça. Ouais. J'en ai encore oublié? Vacances de poste, chef de bureau
Ah oui, il reste un point. Chef de bureau technique, vacances du poste, organisation d'un examen de promotion. C'est voilà, vous devez déclarer. Ouais. Et si tu dis non, tu reçois un coup de micro. Tu as déjà failli le recevoir sur les avenants tout à l'heure et sur les prix qui augmentaient. Vous voyez, quand on parlait qu'il fallait régler l'organisation comme en pratique, ben voilà. Donc ma c'est question, c'est je oui. suppose. Oui, c'est oui, oui, oui. Ok. Ma question, je suppose, alors maintenant. Oui, avant le huis clos, il reste une question. Oui. Attendez, je reprends le texte. Enfin, oui. Ouais. Donc, de manière très concrète, je vous avais écrit concernant le plan communal de mobilité. J'ai vu qu'il y avait un prédiagnostic qui avait été adopté par le collège et les services me l'avaient transmis. Bon, finalement, il n'est pas à l'ordre du jour, mais j'ai été interpellé entre-temps par les riverains de la rue Morand-Failly. On avait déjà évoqué le problème précédemment, mais visiblement la situation est devenue plus importante et plus délicate pour eux. Donc, voilà, on sait que la rue de Morand-Failly reste un axe qui est parmi les axes entre guillemets noirs de la commune en termes de vitesse. Mais apparemment, enfin c'est pas apparemment, ils m'ont transmis leur pétition qui vous a été remise. Outre les problèmes de vitesse, ils dénoncent à nouveau les problèmes d'égouttage que nous avions déjà pu évoquer lors de l'examen de la ZAC de la Gailleule, et aussi les problèmes liés à la dégradation de la voirie, ainsi qu'au passage des bus. Et donc voilà, je voulais voir un petit peu, si la pétition avait bien été reçue, quel était le suivi qui était réservé finalement aux demandes des riverains, et alors si dans l'attente du plan communal de mobilité, des actions allaient être entreprises concernant la sécurité routière. Donc apparemment les joints Saint-Mivanourt au mois d'avril s'est rendu sur place et a pu constater qu'effectivement il y avait des dégradations dans la voirie, et les tremblements, voilà, je suppose que les tremblements que vivent sont les mêmes que je peux vivre moi dans la rue plus haut, rue Morand-Failly, sachant que là, voilà, c'est des dalles en béton, donc c'est encore autre chose. Mais donc voilà, c'était un peu pour faire le point avec vous sur cette pétition citoyenne et voir si des mesures dans l'attente du plan communal de mobilité allaient être prises. Alors, effectivement, le plan communal de mobilité prévoit d'étudier ce problème, mais ça dépasse largement le plan communal de mobilité, puisque, je dirais semaine après semaine, le dossier s'épaissit. Maintenant, on nous parle d'un égout qui ne fonctionnerait plus non plus, on parle d'eau dans les caves, on parle d'une série de choses. Donc tout ça fait l'objet d'un travail par les services qui vont faire établir, je dirais, un plan d'intervention, un plan d'action possible. Le vrai gros problème, j'ai vécu un certain temps à la rue Henri-Pochet, juste un peu plus bas, c'est les véhicules plus massifs à une certaine vitesse, les bus, les camions, font vibrer les maisons. Donc voilà, ça c'est quelque chose de clair. Donc la seule façon d'intervenir là, c'est de réduire la vitesse. Nous avons déjà fait des aménagements ces dernières années. Il y a eu un ralentisseur qui a été placé près du terrain de football. Malheureusement, on ne s'est pas placé ce genre de choses partout parce que ça a un effet encore plus important en termes de vibration. Il y a eu un dispositif sur la partie haute avec une chicane. Il y a aussi des avantages et des inconvénients. Donc on compte beaucoup, et c'est sans doute la première étape qui va concrètement changer les choses sur l'installation du radar, puisque dans la liste des radars que la région va placer chez nous, il y a un radar tronçon sur ce morceau. Donc c'est la réponse que Saint-Mivanourt attend pour informer plus précisément les riverains, c'est la date d'installation de ce radar. À partir du moment où on sera déjà avec un radar qui contraint tout le monde à respecter les limitations de vitesse,
pense qu'on aura déjà amélioré au moins un élément essentiel. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, donc il y a toute une série de demandes. On va les analyser une à la fois. Ceci dit, on peut établir un peu ce genre de demande dans plusieurs rues de l'administration, de notre commune. Si on veut regarder en détail ce qui peut se passer entre les voitures de plus en plus fréquentes et rapides et massives, le passage des bus, les vibrations et tous les problèmes qui vont avec. Malheureusement, la rue de Moranfailly, l'avenue Hyacinthe Harmonie ou la rue Masson ne sont pas les seules rues concernées. Donc il y a un travail qui doit être réalisé, on va le faire, c'est dans le plan communal de mobilité, mais il n'y a pas de miracle non plus là-bas. Donc des solutions rapides, les seules solutions rapides qui peuvent être placées, c'est soit on met un radar souvent, le radar ponctuel en attendant le radar définitif. On l'a fait installer à plusieurs reprises, c'est pas toujours très concluant, parce que déjà à 55-60 à l'heure, on n'est pas détecté par le radar et ça vibre quand même sur les dalles de béton. Deuxième travail qui peut être fait très rapidement, c'est à casse-vitesse, mais on va le démonter. Donc je ne cesse de dire aux gens, ne réclamez pas ce genre de choses tout près de chez vous. Donc oui, pour le plan communal de mobilité, c'est bien prévu. Et oui, pour la prise en compte de la pétition, mais après une analyse complète des services pour qu'on puisse répondre point par point et avoir une stratégie pour chacun de ces points. Oui, donc juste, donc merci pour les éléments. Donc comme je vous dis, c'est certains éléments de la pétition, on les a déjà évoqués au travers d'autres dossiers. L'égouttage, c'est une revendication qui n'était pas neuve. Par contre, concernant les bus, est-ce que vous avez eu un contact avec l'opérateur de transport wallon? Puisqu'en fait, il y a eu une décision unilatérale des TEC de dévier 2 lignes de bus suite aux travaux de Champ-des-Sarres, et ça devait être temporaire. Visiblement, on avait appris dans la presse que ce serait définitif. Et donc voilà, je ne sais pas si entre-temps, la commune a pu avoir un retour. Il y a eu une décision du collège d'écrire, effectivement, puisqu'en fait, on n'a pas du tout été concerté. On a décidé tout à coup de faire passer les bus par là. Donc, on n'a, à ma connaissance, pas encore de réponse, ou alors elle vient d'arriver, mais pour le moment, pas de réponse sur ce qui justifie de retirer un passage sur une route à Boussu-Ornu pour le ramener à l'avenue Hyacinthe Harmonie. Vu le type de revêtement et les dalles, c'est clair que c'est le genre de véhicule qui a un impact conséquent. Donc on attend une réponse des TEC, j'espère qu'elle sera concluante et qu'on ne sera pas amené à devenir plus menaçant, parce que on peut aussi faire en sorte que les bus ne passent plus par là, mais voilà, j'espère qu'on aura une explication et peut-être une solution aussi apportée de ce côté-là. Et peut-être juste un complément concernant le radar tronçon, j'entends bien, mais on avait déjà pu en discuter. Comment il est envisagé? Parce que si par exemple le début du radar tronçon est au point du jour et que la fin est au château d'eau, je crains que malheureusement toute une partie des véhicules qui démarrent du centre de Dour et qui prennent leur accélération à partir de la rue Henri Pochet ne soient pas pris dans le radar tronçon. Et donc voilà, c'est une solution pour une partie, mais par exemple la vitesse des bus ne sera jamais prise en compte pour tous les bus qui s'arrêtent à Trichère et qui redémarrent. Donc le positionnement effectivement d'entrée et la sortie du radar tronçon conditionne son efficacité avec un point intermédiaire qui peut être créé aussi. Il y a toute une stratégie, mais bon, chaque point intermédiaire c'est 50 000 € de plus, donc il faut construire le projet en conséquence. C'est le travail qui est en cours aujourd'hui, c'est de voir où sont exactement les points du radar tronçon. Bien. S'il n'y a plus rien, l'ordre du jour en séance publique est terminé. Donc on va passer au huis clos.